La beauté rencontre la technologie dans un tourbillon d'innovation et d'élégance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée aussi belle qu'intelligente, une Miss 2.0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission qui met les jeunes talents africains en lumière. Beauty and Brains est une émission où la beauté et l'intelligence se rencontrent. Notre invitée du jour est belle, élégante et intelligente. Nous allons parler de concours de beauté, d'entrepreneuriat et d'innovation avec Makani, qui est une Miss 2.0 2022 et entrepreneur. Bonjour Makani, merci d'être avec nous. Bonjour Abiba, c'est un plaisir pour moi d'être là. Du coup, Makani à l'état civil, c'est Makani Touré. Vous êtes gérante de Aftermarket. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Aftermarket? Alors, Aftermarket, c'est une start-up, une entreprise de distribution de vivriers, fruits et légumes en Côte d'Ivoire, mais avec un volet digital beaucoup plus poussé parce que on intervient sur toute la chaîne de valeur agricole. On peut dire que c'est un blockchain où on intervient sur la distribution, la conservation et la production. Tout un processus digitalisé avec des techniques d'agriculture de précision prévues pour la production, des techniques de conservation qui vont nous permettre de réduire les pertes et augmenter notre demande d'avoir des produits de qualité et en toute saison. Et un processus de distribution avec une traçabilité complète pour nos clients, un outil de gestion de stock, de management, etc. pour les restaurants et les hôtels. D'accord. Et j'ai envie de dire, comment vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes titulaire d'un double master en politique publique et relations internationales. Oui, c'est bien ça. En vrai, j'ai deux masters et j'ai commencé à travailler. J'étais active dans la vie professionnelle. Mais il y a longtemps que je pense ce projet. Il y a longtemps que je pense cette entreprise. J'ai commencé Aftermarket en étant employée. C'était créé en 2022. On existait bien avant que je gagne le concours. J'avais déjà commencé toutes les démarches administratives. Et on était en phase de recherche. J'avais commencé les enquêtes. J'avais commencé les études de marché. Et donc, quand j'ai gagné le concours, c'était le point qui m'a permis de me lancer à proprement dire, de démarrer les activités parce qu'on avait déjà le business plan, on avait déjà la méthodologie, on avait déjà le résultat des enquêtes, etc. Donc voilà, je mûrissais l'idée depuis longtemps, mais c'est grâce au concours que j'ai eu le courage d'arrêter de travailler, de me lancer à 100% dans mon entreprise parce que j'ai vu que ça apportait de l'intérêt et j'ai reçu du financement aussi. Donc ça m'a permis d'arrêter de travailler, de me lancer à 100%. D'accord, donc vous avez mentionné Miss 2.0, on va revenir un peu là-dessus. C'est vrai que vous avez été élue Miss 2.0 2022, donc c'est un concours, si je ne dis pas n'importe quoi, de leadership féminin, mais qui est axé sur le digital. Donc comment avez-vous entendu parler de Miss 2.0 et d'où est venu l'intérêt? Alors, le concours Miss 2.0, j'en avais entendu parler parce que j'ai vu les publicités. J'ai vu les publicités sur les réseaux sociaux, mais je me suis jamais intéressée au concours auparavant. Les concours, c'était pas ma ligne de mire, ça m'a jamais intéressée. Mais quand j'ai commencé à travailler sur mon entreprise, en étant au travail, on avait une stagiaire qui était là et qui me voyait faire les recherches, qui me voyait parler aux gens, faire les enquêtes et tout. Elle m'a dit, pourquoi tu fais pas Miss 2.0? J'ai dit, mais pourquoi je vais faire Miss 2.0? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Elle m'a dit, ah, moi, ma copine a gagné, mais tu gagnes du financement, tu gagnes une voiture et tu gagnes un accompagnement, tu rencontres des gens, tu gagnes un réseau. Et j'ai dit, si ça faut aller gagner 2-3 millions, là, ça va me permettre de me lancer. Elle m'a dit, non, tu gagnes 15 millions. Donc, elle m'a dit ça. Je me suis dit, ah, mais c'est super parce que j'avais besoin de structuration aussi. J'étais vraiment seule dans tout ce qui est recherche. Je ne connaissais pas d'entrepreneurs parce que, étant dans le monde du travail, tu rencontres très peu, en tout cas, moi, dans mon secteur, je rencontre très peu d'entrepreneurs. Donc, j'avais besoin de côtoyer des gens qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir des conseils. Donc, j'ai trouvé que ça allait être un environnement qui pourrait me convenir. Donc, je me suis inscrite. Et vous avez gagné, on va dire, merci à cette copine qui a donné l'idée de vous inscrire du coup. Vraiment. J'ai envie de revenir aussi à l'agriculture. On va dire, pourquoi avoir choisi l'agriculture? Parce qu'on se dit c'est un domaine, souvent on dit c'est réservé aux hommes et tout. D'où est venu l'intérêt de l'agriculture, d'entreprendre dans l'agriculture? Justement,
j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu faire quelque chose de terre à terre. Il n'y a pas plus terre que l'agriculture. Donc j'ai exploré avec beaucoup de petites choses. J'ai exploré avec le cosmétique avant de créer Aftermarket. J'avais un petit business qui s'appelait Napili, où je créais des produits cosmétiques et tout. Et même ça me lançait vers l'agriculture parce que j'utilisais beurre de cacao, beurre de mangue et tout. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais commencer à cultiver les plantes que je vais mettre dans mes produits. Donc, j'étais toujours dans ce cheminement-là. Quand dans mon travail, on a eu un projet lié au cacao. Donc, on a commencé à parler à beaucoup de cacaoculteurs, de planteurs. Donc, on a rencontré des planteuses de cacao aussi, leurs femmes. Et c'est comme ça que mon intérêt s'est vraiment ancré dans l'agriculture, en rencontrant des acteurs de l'agriculture, en entendant leurs difficultés. Et c'est là, en fait, que j'ai pris conscience du problème que je voulais résoudre avec mon entreprise. D'accord. Et j'ai envie en parlant de problème, de dire en même temps, si vous pouvez nous citer par exemple 3 problèmes récurrents que rencontrent les entrepreneurs. Peut-être dans le domaine agricole, si tu veux, bien en général. En vrai, nous on est Aftermarket actif depuis moins d'1 an. Donc, on est dans les débuts. C'est ça. Donc, je peux dire que la structuration est challengeante. D'accord. Je parle d'entreprise. Je ne pense pas que c'est un entrepreneur, c'est que pour les entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture. Je pense que c'est pour tous les entrepreneurs. Au début, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs sur la structuration et certaines décisions prises. Par exemple, moi, il y a des choses que j'ai payé beaucoup trop cher. Il y a des choses que j'ai payé beaucoup trop tôt. Par exemple, là, j'ai acheté du matériel parce qu'on faisait des livraisons et il y a un client qui demandait à ce que notre matériel soit conditionné d'une certaine façon. Et en tant que débutante, ne voulant pas être aperçue comme une débutante, j'ai couru à acheter le matériel qu'il m'a demandé. Aujourd'hui, il n'est plus mon client. Donc, ce sont des petites erreurs là, on va se dire avec l'expérience, on ne peut plus faire. C'est clair. D'accord, on va quand même terminer sur un point positif. On va dire quelle est la chose la plus, on va dire, intéressante en tant qu'entrepreneur. Je rencontre tous les jours de nouvelles personnes, tous les jours de nouveaux profils. En fait, tous les jours est une nouvelle aventure et ça, c'est vraiment intéressant pour moi. C'est-à-dire quand je me réveille, je me dis, peut-être que quelqu'un va me demander ça aujourd'hui, je vais rencontrer tel nouveau client aujourd'hui, la demande sera pour ça aujourd'hui. En fait, ça m'emmène toujours dans des nouveaux lieux. Il n'y a pas de routine, on va dire. C'est clair. Sans transition aucune, nous allons passer à notre première rubrique qui est dénommée « Ma tête, elle est pleine ». Donc, Makani, il s'agira ici de revenir sur 5 dates marquantes de votre vie universitaire, professionnelle et personnelle. Donc, on va commencer avec la première année, qui est 2011, qui marque la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi cette année vous a marqué? En fait, cette année m'a marqué parce que, à la suite de cette année, j'ai déménagé. D'accord. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et c'était la première fois que je quittais mon pays pour aussi longtemps. Et quand je suis revenue, tout avait changé. J'avais plein d'amis qui n'étaient plus là. J'ai changé d'école. C'était un grand chamboulement en fait. Et je pense que je suis devenue une personne différente après cette période-là. Donc, c'était pas forcément le déménagement, c'est pas dû à la crise, hein. Mais c'est la crise qui t'a emmené. Si il n'y avait pas eu la crise, j'allais pas déménager. Donc c'est la crise. Oui, c'est ça. Si il n'y avait pas eu la crise, j'aurais pas changé de pays. Quand j'allais revenir, j'allais toujours être dans la même école. J'allais toujours avoir mes mêmes amis. J'allais toujours avoir la même lancée. Donc, à quelque part, on va pas dire que la crise électorale, c'est bien, mais juste que voilà, ça vous a permis quand même de changer d'environnement et de mûrir, on va dire ça comme ça. Oui, c'était ni positif ni négatif. C'est juste que j'aurais été une personne différente, mais ça n'allait pas être une mauvaise chose non plus. Je pense qu'avant la crise, par exemple, j'étais une personne, j'étais très forte en maths et en physique. C'était mon cheminement. Après cette année-là, mon niveau de maths a complètement baissé. Ça a changé ma confiance en moi. En tout cas, dans tout ce qui était tout ce qui était scientifique. Et je suis devenue très littéraire. Je suis devenue première en français, première en anglais. Ça a changé ma trajectoire complète de mes études, en fait.
D'accord. On continue avec 2018, l'obtention de votre premier diplôme universitaire. Alors, on va dire, quelle est la filière en fait que vous avez faite et de quoi vous êtes diplômé? J'ai eu un bachelor en économie et en sciences politiques, un double bachelor. D'accord. Cette année-là m'a marqué parce que j'ai pas réalisé que j'avais fini. Avec En fait, oui, c'est ça, avec tout le stress, tous les challenges. Franchement, à la fin de mon cursus universitaire, je rampais littéralement. C'est vraiment avec mes dernières forces que j'ai terminé. Quand j'ai fini, c'était un grand soulagement. C'est ça, cette année-là m'a vraiment marqué et toute ma famille est venue à ma remise de diplôme. Il y a longtemps que j'avais pas vu toute ma famille réunie comme ça. Vraiment, ça m'a marqué. D'accord. Donc, on continue en même temps. On va dire, premier diplôme en 2018. En 2019, votre premier stage. Comment cette opportunité se présente à vous? C'est à travers l'école. Parce que de base, après mon diplôme, je voulais travailler. Je voulais prendre une année sabbatique. Je voulais arrêter les études et travailler. Parce que je me disais que j'ai pas d'expérience et je pourrais pas rentrer dans les entreprises dans lesquelles je veux rentrer. Je voulais pas forcément rentrer dans la vie active tout au bas de l'échelle. Je me suis dit, il faut que je travaille un peu, que je gagne un peu d'expérience. Et quand je suis rentrée dans mon école, il y a des gens de l'ONU, de certaines agences de l'ONU, qui ont commencé des recrutements directement dans mon école, notamment l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Donc j'ai postulé aux deux. J'ai été sélectionnée pour les deux, mais je suis allée plus vers le Programme alimentaire mondial. Et ça m'a marqué parce que en fait, moi, les déménagements, ça me marque. L'agence était en Suisse, donc je suis allée faire mon stage en Suisse. C'était un monde différent, c'est-à-dire tout le monde était... Oui, c'était un nouveau challenge, c'était des nouvelles rencontres. C'était un monde vraiment différent de mon monde d'étudiant. Et ça fait gagner en expérience. Ça fait gagner en expérience et ça fait gagner en ambition aussi parce que tu vois les grandes personnes de ce monde. Donc, ça motive. Tu as envie d'être une grande personne aussi. Donc, 2020, l'année où vous obtenez votre premier boulot, qui est en même temps une année qui est marquée par une pandémie mondiale, le coronavirus. Et comment se passe le premier boulot? Est-ce que c'est du télétravail, c'est en présentiel? Justement, ça m'a marqué parce que j'ai quitté mon premier boulot. On a commencé en présentiel. J'allais au bureau. Et puis, quand j'ai commencé en janvier, en mars, il y a eu le Covid. Fin mars, on était en télétravail. On était confinés. Et c'était vraiment difficile sur mon mental. Donc, en mai, j'étais sur un contrat de 6 mois d'abord à être renouvelé. En mai, quand mon contrat est fini, je me suis dit que je ne peux plus, je veux rentrer à Abidjan. Donc, c'était dû au coronavirus ou bien c'était même l'environnement où il a vraiment changé? Il y avait une accumulation. Parce que si j'avais pas eu ce boulot-là, je comptais rentrer à Abidjan dans tous les cas, mais c'était une très belle opportunité. Donc, je suis restée et j'aurais pu grandir là-bas. Mais le Covid a fait que ça a complètement chamboulé mon plan de carrière en fait. Parce que je comptais rester là-bas 5 ans au moins, gagner en expérience avant de rentrer à Abidjan. Avec le Covid, le confinement, en étant seule, ne pouvant pas sortir. Vraiment, le confinement, j'étais aux États-Unis à l'époque et ça a beaucoup paniqué les Américains. Le confinement était très différent du confinement en Côte d'Ivoire. On ne pouvait même pas aller faire les courses. C'était un peu une période horrible. En ce temps, je vivais dans un studio. Donc, j'étais tout le temps dans la même pièce en fait. Je faisais tout dans la même pièce. Et donc, vraiment, j'ai tout arrêté. Je suis rentrée à Abidjan. Une bonne opportunité parce que vous êtes rentré à Abidjan, vous avez, on va dire, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et chose qui vous réussit. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Et on termine avec 2022, l'année de votre victoire au concours Miss 2.0. On va dire à cet instant-là, quand vous êtes déclarée gagnante de Miss 2.0, parce que c'est un concours avec plus de 500 candidates et tout, quel est votre ressenti à ce moment-là? En fait, quand on dit mon nom, je m'effondre en fait à l'intérieur. En fait, je suis là, mais en fait, c'est comme si je suis pas là. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais en fait, l'émotion est tellement forte que tout s'éteint en fait. Tu n'arrives pas d'avoir. Je réalise pas. En fait, je n'arrive même pas à penser parce que j'y croyais, mais
Je ne savais pas que... Je ne savais pas que j'allais arriver à ce stade, en fait. Quand j'avais vu mon cheminement, quand j'ai vu tout ce que j'ai réussi à accomplir, je ne croyais pas que c'était moi, en fait. Je me suis dit, ah, c'est moi qui ai fait ça. Un temps pour réaliser. C'est ça. Donc, mon sentiment, c'était une très forte émotion que je n'aurais pas pu gérer si j'avais laissé l'émotion s'exprimer. Donc, je m'éteins. Je suis contente. En tout cas, je vois tout le monde autour de moi. Tout le monde est content. Les membres du jury, tous nos mentors, tous ceux qui nous ont poussés pendant qu'on se préparait pour le concours. Et vraiment, c'est indescriptible. Je pense que c'est l'émotion la plus forte que j'ai eue de ma vie jusque-là. En un mot, comment vous pouvez décrire l'aventure Miss 2.0? En un seul mot. Un challenge. Un challenge. Oui. Parce que c'est pas que le physique, Miss 2.0, c'est la beauté, c'est l'intellect, c'est un mélange. C'est ça, et c'est un conditionnement. Parce que moi, pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je me rends compte que l'entrepreneuriat va être dur. Va être dur. On est enfermé dans une maison pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, 2 à 3 fois par jour, il y a des gens, des entrepreneurs, des coachs, des membres du gouvernement qui viennent nous parler. Et c'est là que tu te rends compte que est-ce que c'est dans quoi je suis dans il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Faut être courageux et il faut être persévérant. Je pense que ça doit être quand même une expérience inoubliable à vivre quand même. C'est clair. Parce que c'est challengeant dans tous les sens. Voilà. Ça, et pardon, si je peux changer mon mot même, c'est une victoire. Parce que moi, même avant d'arriver à la finale, j'avais gagné en fait. Avec tout le réseau que j'ai eu à travers Miss 2.0, j'allais accomplir mon projet. Et c'est un concours sur quoi? Sur un mois? Non, ça dure un peu. Parce que je pense qu'on a commencé en octobre et on a fini en décembre. Parce qu'il y a 3 challenges. Il y a le premier challenge où c'est un challenge de présentation publique. Toutes celles qui ont été présélectionnées, on les regroupe dans une pièce. Enfin, nous on est au Majestic. L'année d'avant aussi, on est au Majestic. Pardon. Et puis on nous donne un sujet. On nous met en équipe, des équipes de personnes qui ne se connaissent pas. D'ailleurs, j'étais avec la première dauphine, on était dans la même équipe. Et ça vraiment, c'était notre première rencontre. On vous donne un sujet, puis vous devez présenter le sujet sur le podium du cinéma devant une centaine de personnes. Ensuite, les 2 autres challenges sont des challenges digitaux où tu dois faire de la sensibilisation sur un thème. Nous, c'était la dépigmentation. Et ensuite, tu dois montrer un talent. Maintenant, à la suite de ça, on choisit 10 finalistes qui vont faire un bootcamp pendant 2 semaines et puis qui vont présenter leur projet. Donc voilà pour toutes celles qui veulent se lancer. Vous avez assez d'informations. Je pense que vous pouvez aussi les retrouver sur leurs réseaux sociaux. Miss 2.0, c'est une aventure à vivre. En tout cas, à travers ce que Makani nous dit, tout de suite, ça me donne envie aussi de me lancer, de me présenter. J'encourage fortement. D'accord. Et on va dire que vous le savez maintenant, Makani Touré est une jeune femme belle, ambitieuse et entreprenante qui compte apporter sa partition à l'évolution de l'économie de la société. Toutefois, cette société a souvent des préjugés sur plusieurs professions, dont celle de l'entrepreneuriat. Donc, on passe maintenant à notre deuxième rubrique qui est dénommée 5 sur 5. Ici, je vais énumérer 5 préjugés et vous allez me dire si c'est des vérités ou des contre-vérités. Donc, on commence avec le premier préjugé. Les entrepreneurs sont tous des self-made millionnaires. Ça, c'est très faux. C'est faux. C'est faux. D'accord. Bon, vous pouvez expliquer un peu aussi, il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de souci. Parce que hier même, je parlais avec un entrepreneur qui a réussi ici en Côte d'Ivoire. Et il me disait, parce que moi, pour l'instant, je suis seule. Il me disait que tu ne peux pas réussir seule. Il va falloir que tu trouves un cofondateur. Il va falloir que tu aies une équipe pour que ton entreprise grandisse. Et je lui disais que moi, j'ai peur et tout de donner des parts de mon entreprise et tout. Il m'a dit, dans tous les cas, c'est pas pour toi. Amazon aujourd'hui, Jeff Bezos a moins de 10% de Amazon. Mark Zuckerberg aussi avec Meta, il a moins de 10%. Quand tu crées une entreprise, c'est pas pour toi. Tu as besoin d'aide.
tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de gens pour te pousser, tu as besoin de gens pour te financer, tu as besoin de gens même pour communiquer sur ton produit, tu as besoin de gens qui utilisent l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est pour le monde. Ouais, c'est pas pour toi. Tu as forcément besoin d'aide en fait. Donc, le deuxième préjugé, l'entrepreneuriat est réservé aux jeunes. Non, pas du tout. Du tout. Tout le monde peut entreprendre. En fonction de l'âge, on a plusieurs cas aussi, comme le fondateur de KFC. On va faire de publicité, mais voilà. Et les entrepreneurs ont une vie facile et flexible. C'est Dieu. Là, ça le pose un petit peu de pas du tout. Vraiment, on en a l'impression, parce qu'on se dit qu'on fait notre propre programme, notre propre emploi du temps, mais il y a tellement d'imprévus qu'on est toujours en alerte en fait. On est toujours en alerte. Donc, flexible, peut-être, mais pas souvent. Parce que je peux me dire que j'ai commencé ma journée à 10h et puis mon client dit, faut me livrer à 7h. Non, finalement, c'est pas totalement rose, on va dire, la vie d'entrepreneur. Tous les entrepreneurs sont des innovateurs. Pas forcément. Tu peux te faire beaucoup d'argent avec un produit qui existe déjà, mais c'est juste ta valeur ajoutée. L'innovation, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, c'est épuisant. Donc, il suffit juste de créer une valeur ajoutée, même si un produit qui existe déjà, un service. Tu peux être très simple en fait dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont très... La Kali a bourré. J'ai vu sur Facebook, je pense qu'elle a démenti la rumeur, mais qu'elle se faisait une trentaine de millions par semaine ou quelque chose comme ça. Oui, j'avais vu l'information. Mais c'est pas, je me dis que c'est pas impossible en fait. En tant que la Kali, c'est pas novateur. C'est juste que depuis longtemps, son Kali est doux. Et voilà, voilà, c'est ça. La communication autour, la manière de faire qui diffère. Antoine n'est pas moins entrepreneur que celui qui a créé Facebook. Ok. Donc, le dernier préjugé, l'entrepreneuriat est un chemin rapide vers le succès. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. La route est longue. La route est longue. Okay. L'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Néanmoins, les entrepreneurs sont des gens qui savent s'amuser, n'est-ce pas, Makani? Ou c'est complètement carré. Quand tu entreprends, tu n'as pas le temps de t'amuser et tout. Il y a un temps pour tout. Faut choisir ta période. Il y a un temps de sacrifice. Mais il y a un temps pour s'amuser aussi. D'accord. Donc, comme il y a un temps pour s'amuser, ce qui nous amène directement à notre premier jeu, dénommé Situation Soirée. Donc, voilà, le nom te donne un peu la couleur. Donc, situation soirée, tu vas nous raconter une situation soirée que tu as vécue. Mais vu que nous sommes dans l'émission Beauty and Brands, ça sera sur le thème du maquillage, du style vestimentaire, une des inventions que tu as vécues liées à ça. Bon, c'est une situation de femme. Tu veux vu le moment? Non, mais bon, ça me fait trop honte. Je sais même pas. Je vais raconter ça. Dans la petite confidence. En fait, j'étais à l'université, donc on était dans les chambres universitaires. Du coup, enfin une chambre universitaire où moi j'étais, c'était un lit, un bureau, une chaise. D'accord. Pas plus. Donc quand on se regroupait, tu t'assois sur le lit de la personne, certains s'assoient sur le bureau, certains s'assoient sur la chaise et tout. Et je venais d'avoir un nouveau travail sur le campus et donc j'étais avec mes collègues, on apprenait à faire connaissance et tout. Et donc j'étais assise sur le lit de mon collègue avec une de mes nouvelles collègues copines qui était assise à côté de moi aussi, tout ça. Tout le monde était en train de discuter. Et puis bon, je me suis dit, bon, moi je suis fatiguée, je vais rentrer. Quand je me lève, ma camarade me dit, rassois-toi. Elle me dit, viens me parler. Elle me dit, assieds-toi. Donc je dis, c'est bizarre, elle me dit, assieds-toi, je m'assois. Et puis elle me dit, regarde derrière toi. Quand je regardais, j'avais sali, même son lit, tout était sale. Mon pantalon, son lit, tu l'as vêtu de quoi, de blanc? Non, je n'avais pas porté du blanc, mais en tout cas, ça se voyait. Ça se voyait. Et franchement, ça faisait tellement honte, surtout que je devais retravailler avec lui. J'ai eu honte. Donc, ce qu'on a fait, c'est que elle m'a aidé, on a enroulé le drap sur moi.
et ils se sont posés des Et puis, questions. enfin, ici, tout le monde savait, c'était bizarre. Après, je l'évitais. Oui. Mais là, il a tout fait pour me parler. Il me dit, ah non, c'est pas grave. Ok. C'était ma parlé, là, mais ça ne plus autant. Il dit, ah, moi, j'ai des soeurs, ça arrive. Il dit, Seigneur, pourquoi tu me parles? Non, il a vraiment des rassurés. On va dire que c'est un phénomène qui est naturel quand même. C'est vrai que ça peut faire honte, mais c'est naturel. Non, surtout, vraiment. Bon, peut-être que tu as dit que c'est dans le cadre du travail. C'était un peu. Bon, on va dire Yahoo quand même, parce que voilà, et Dieu merci. Bon, on va dire comment tu as pu régler, vous avez enroulé le drap et puis. Oui, je suis partie, j'ai lavé ses draps et tout, je me suis nettoyée. Mais en tout cas, je l'ai évité pendant un moment parce que vraiment cette conversation-là. Tu devrais prête à la voir. Vraiment, non, ça faisait trop honte. D'accord. Donc, malgré ces situations indésirables, Makani reste une femme optimiste et cultivée. L'illustration dans le prochain jeu, qui est dénommé Quiz Beauté et Culture. Donc ici, je vais poser des questions et je vais te faire 3 propositions de réponse. Tu devras choisir la bonne réponse. Donc, la première question. Quel est le plus grand concours de beauté féminin? Donc A, Miss International, B, Miss Univers et C, Miss Monde. Je dirais Miss Monde. Miss Monde. C'est une bonne réponse. Deuxième question. De quel créateur est cette citation? Le monde passe, le style reste. Proposition de réponse A, Yves Saint Laurent, B, Élie Kwame, C, Coco Chanel. Je sais que c'est pas Coco Chanel. D'accord. Yves Saint Laurent. Ok, Yves Saint Laurent. On vous a dit Beauty and Buzz. La dernière question. Quel est le nom à l'état civil de la propriétaire de la marque ivoirienne Ali Wax? Bon, ça c'est un peu cadeau. Hein. Alice Niapa. Non, je vais donner des propositions, voilà, porter les marques, on va dire quoi, locales, voilà, donc Alice Niapa, qui est propriétaire de la marque Ali Wax, société de maroquinerie ivoirienne, voilà. Donc, bravo Makani, vous obtenez en 3 sur 3. Passe à notre dernier jeu, qui fait appel à la mémoire. Donc, c'est simple. Il va juste falloir faire preuve de concentration et de mémorisation. Donc, le principe est simple. Je vais te poser, c'est une interview, je vais te poser des questions. Et déjà, pour la première question, lorsque je te pose la question, tu ne dois pas répondre. Quand je vais te poser la deuxième question, tu vas répondre à la première. C'est bon? D'accord. Ok, donc, c'est parti pour l'interview décalée. Super, on commence. Tu as fait tes études où? Le truc qui te dégoûte le plus? Aux États-Unis. Quand tu étais petite, on t'appelait comment? Les douches sales. Ton plat préféré? Cani. Ton animal préféré? Abolo. Il te fait penser à qui, Didier Congélateur? La girafe. Cite 2 membres du groupe Magic System. Je sais pas. Il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Manaja et Asalfo. Tu gagnes combien par mois? À peu près 30 millions. À quel âge? Je suis pas rémunérée. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur? Plus de la vingtaine en tout cas. Ta chanson préférée? 11 ou 4. Un bout que tu détestes? J'ai pas de chanson préférée actuellement. Quelle est ta citation préférée? Je déteste les grincements. Il y aura écrit quoi sur ta tombe? Ma citation préférée, Don't worry, be happy. C'est la fin de l'interview décalée. Bravo à Makani, vous avez une excellente mémoire. Merci beaucoup. On a été ravis d'être avec Makani Touré, Miss 2.0 2022 et également gérante de Aftermarket. Aftermarket qui est une plateforme qui vous permet de faire votre marché en ligne sans vous déplacer et en toute sécurité. Donc vous pouvez dès à présent vous abonner aux différents réseaux sociaux de Aftermarket et Aftermarket CI et également aux réseaux sociaux de Makani Touré, c'est ça? C'est ça. N'hésitez pas à faire beaucoup sur Aftermarket. Voilà. Makani, on va demander comme ça, quels sont vos projets à court et long terme? C'est les mêmes Aftermarket. L'évolution de Aftermarket, oui. C'est juste ça. Donc, c'est que ça.
Ok, nous on vous souhaite bonne chance pour Aftermarket. Merci C'est beaucoup. vraiment un projet innovateur, être à la maison et pouvoir faire ses courses sans se déplacer. Donc on espère beaucoup de prospérité et de pérennité pour Aftermarket. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro avec une autre invitée. Merci et portez-vous bien.